Situation toujours tendue au Proche-Orient, en particulier au Liban, où l'armée israélienne a poursuivi aujourd'hui ses frappes aériennes. Elle dit avoir visé des sites du Hezbollah qui soutient le Hamas palestinien. Hier, Israël a éliminé plusieurs responsables du mouvement en frappant directement la banlieue sud de Beyrouth. Bonsoir Ziad Majed. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeur à l'Université américaine de Paris. Nous sommes également en direct du Liban avec Joseph Baout, directeur de l'Institut des affaires publiques et internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Bienvenue à vous, ainsi qu'à notre éditorialiste Slimane Zeguidour qui est en plateau avec nous. Alors d'abord un mot peut-être pour commencer des frappes aériennes d'aujourd'hui. Israël dit avoir visé plusieurs sites du Hezbollah au Liban. Ziad Majed, est-ce qu'on en sait plus sur la localisation précise et sur la nature de ces sites, des infrastructures du Hezbollah ciblées par Israël? Oui. Alors Israël bombarde depuis 2 mois, mais là ça s'intensifie les villages du sud Liban, notamment dans la zone du sud de la rivière Litani qui traverse cette zone. Mais depuis quelques mois déjà et depuis quelques semaines, c'est même le nord de la rivière Litani qui est visé, donc des villages et parfois des positions militaires. Mais ce n'est pas seulement des positions militaires, c'est ce que je voulais dire, c'est en même temps des destructions. Il y a des villages aujourd'hui dévastés, c'est l'infrastructure dans le sud du pays qui est visée, et avec ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire franchir toutes les lignes rouges en frappant la banlieue sud de Beyrouth, donc presque la capitale libanaise, on est face à peut-être une nouvelle phase de ce conflit, de cette guerre, et l'inquiétude règne au Liban aujourd'hui puisque l'impunité d'Israël lui permet d'aller souvent encore plus loin dans ses opérations militaires. Alors une nouvelle phase de ce conflit et de cette guerre, une illustration, peut-être le Premier ministre libanais a décidé aujourd'hui d'annuler sa participation à l'Assemblée générale de l'ONU. Ça veut dire, Joseph Baout, que la situation est grave et est prise très très au sérieux aujourd'hui par les autorités libanaises? Oui, effectivement, la situation est de plus en plus grave et je crois, comme Ziad Majed le disait aussi, on est en train de passer un seuil depuis un moment. Il y a deux choses, en fait, il y a deux sortes de théâtres d'opération. Il y a le théâtre on pourrait appeler business as usual qui se déroule au sud, c'est le ping-pong entre Israël et le Hezbollah depuis 8 mois ou 9 mois déjà, depuis le 8 octobre. Mais depuis 2-3 semaines ou peut-être même 1 mois et demi, il y a une nouvelle guerre qui est en train de se jouer, qui est un tout petit peu plus intense que l'autre, qui est la guerre du renseignement, la guerre de l'ombre, la guerre des assassinats ciblés, la guerre du franchissement des lignes rouges, Ziad le disait tout à l'heure, avec d'abord l'assassinat du chef d'état-major en plein cœur de Beyrouth, de la banlieue sud de Beyrouth il y a 2 mois. Puis ensuite l'opération qu'on a appelée l'opération Pager qui en fait visait à décapiter le système de communication du Hezbollah. Et hier la frappe qui a pratiquement décapité l'unité d'élite du parti. Alors ça, c'est une gradation nouvelle qui augure de 2 choses, enfin d'une de 2 choses. Soit une offensive généralisée d'Israël sur le Liban. Je ne suis pas sûr que c'est ce que Netanyahou veut maintenant, mais ce serait le prélude à une invasion terrestre. Et là, on n'est plus dans la guerre de position à laquelle on assiste depuis 8 mois. Soit augmenter la pression sur l'appareil militaire, sécuritaire et peut-être sociologique du Hezbollah avec des morts dans son environnement immédiat, pour l'obliger à rentrer dans une négociation sur un nouvel arrangement au sud Liban, au nord d'Israël, qui permettrait justement à la population israélienne du nord d'Israël de rentrer chez elle. Je crois que c'est une guerre qui va continuer, qui va faire très mal. C'est une sorte de guerre de volonté. Et jusque-là, il faut dire que le Hezbollah est un tout petit peu démuni. Les dernières opérations l'ont quand même beaucoup frappé au cœur de sa structure et de son organigramme. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on imagine que le Hezbollah va riposter à ces attaques, en tout cas pour ce qui concerne les attaques de mardi et mercredi avec les beepers et les talkie-walkie. Le Hezbollah a annoncé que la riposte serait absolument terrible, même si Israël n'a pas officiellement revendiqué ces attaques. Toute la difficulté, on imagine, Slimane, pour le Hezbollah, ça va être de répliquer pour son image auprès de ses partisans, mais en même temps, tout en essayant d'éviter une escalade plus large, tout en évitant peut-être une invasion de l'armée israélienne sur le territoire libanais. C'est le dilemme depuis toujours pour le Hezbollah, parce qu'on est dans un conflit asymétrique. Le Hezbollah est suffisamment averti
de la superpuissance, en tout cas aérienne et balistique et électronique israélienne. Je veux dire, ils le savent. Donc, jusqu'ici, le Hezbollah essayait de manœuvrer très habilement avec sa capacité de nuisance. Pas sa capacité de vaincre Israël, mais sa capacité de faire sentir à Israël que le statu quo a un prix et que si Israël veut continuer l'occupation des territoires ou la guerre à Gaza, cela a un prix. Le problème, c'est que cette logique se retourne maintenant contre le Hezbollah, qui est en train de payer une facture très très lourde. Néanmoins, nous, y compris les médias, nous sommes en train de convertir ce conflit en une sorte de pugilat entre deux forces militaires, une superpuissance militaire, nucléaire, balistique, navale, cybernétique, et une milice et un parti politico-militaire. Et nous sommes en train de compter les coups. Soutenu et armé et entraîné par l'Iran, il faut bien sûr, par l'Iran et peut-être derrière par les Russes, de façon un peu ambiguë. Bon, en tout cas indirectement. Ce qui se passe, c'est que on est en train de compter les coups. Par exemple, Israël frappe, on se dit, est-ce que le Hezbollah va répondre? Puis le Hezbollah ne répond pas, on dit, l'Iran aussi devait répondre, pourquoi l'Iran ne répond pas? Mais en fait, le problème, ce n'est pas un pugilat technologique entre une milice et une superpuissance. C'est un conflit politique et tout ça ne fait pas disparaître la question centrale, c'est la question des territoires occupés palestiniens, qui fait l'objet d'un consensus international, d'une pile de résolutions internationales votées, y compris par tous les pays occidentaux. C'est cela que ces tragédies, ces fracas de bombes essayent de pousser à la marge. Ça veut dire que finalement le Hezbollah ne mettra pas fin à toutes ces opérations, notamment ces tirs de roquettes, ces bombardements en direction d'Israël, tant que le front dans la bande de Gaza ne sera pas refermé? Oui. Alors, Hezbollah vit aujourd'hui un dilemme. À la fois, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Joseph Bahout disait et ce que Sleiman disait, par rapport à un conflit asymétrique entre une puissance de frappe israélienne qui fait des dégâts aujourd'hui directement au sein de l'appareil sécuritaire et militaire de Hezbollah, tout en ravageant également à la fois des quartiers dans la banlieue sud, mais surtout des villages et des villes dans le sud Liban. Et il y a aussi la question qui est le soutien de Hezbollah à Gaza, comme ça a été dit. Nasrallah avait ouvert ce front en considérant que cela allait modifier la configuration peut-être, allait faire une pression importante sur les Israéliens pour un cessez-le-feu à Gaza. Et aujourd'hui se défiler. Oui, mais aujourd'hui, c'est ça le piège aussi. Il ne peut pas accepter un cessez-le-feu sans qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Donc le front du Sud-Liban doit rester ouvert. Il subit, aujourd'hui, le parti subit des bombardements et des frappes qui font énormément de dégâts. S'il riposte, ça peut aller vers un affrontement encore plus intense et plus important. S'il ne riposte pas, c'est son prestige et son image, de même que son alliance qui est visée par cet affaiblissement qui peut avoir des conséquences politiques après. Donc ce dilemme-là, il doit le gérer. Il ne peut pas arrêter à la fois les combats avec les Israéliens du côté de la frontière, mais il ne peut pas non plus riposter d'une manière non calculée. Et je pense que c'est exactement cela que Nasrallah tente de gérer aujourd'hui. Mais il est sûr qu'on va vers une confrontation de plus en plus intense dans les prochains jours. Alors je voudrais qu'on évoque également les pertes, notamment militaires, au sein du Hezbollah, après la frappe notamment contre la banlieue sud de Beyrouth. Une des personnes qui a été abattue s'appelle Ibrahim Akil. Joseph Bahout, qui était-il précisément? On sait que les États-Unis offraient 7 millions de dollars à quiconque fournirait des informations sur lui. Donc c'était une personnalité qui était quand même recherchée. Donc Brahim Akil est un des membres de la première génération des fondateurs de l'appareil militaire du Hezbollah. Il est né en 62 si je ne me trompe, donc il appartient à la génération de Hassan Nasrallah, donc de la génération des fondateurs et des stratèges du premier appareil du parti. Probablement qu'il a fait des émules et des disciples depuis, donc c'est quelqu'un de très important. Il est tenu par les Américains pour être l'un des cerveaux de l'attentat contre le baraquement des Marines à Beyrouth, donc il était en 1983. Voilà, donc il fait partie un peu de cette génération de cadres du parti qui ont déjà été très décimés, hein, Imad Mornier, Mustafa Badreddine, autres et autres. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, si vous permettez, je voudrais rebondir un peu sur ce que disaient Ziad et Slimane pour voir la chose du point de vue israélien.
En fait, aujourd'hui, ce qui est très, très inquiétant, c'est que Netanyahou a 3 théâtres en vue. Il a le théâtre de Gaza qui est en train de se terminer, entre guillemets, de la façon dont on sait, de la façon la plus horrible que l'on sait. Il y a le théâtre libanais que maintenant il veut probablement régler parce qu'il pense qu'il a une opportunité de changer durablement un équilibre qui était établi depuis 2006 et de mettre fin à la menace du Hezbollah à la frontière nord. Et il y a le théâtre iranien. Il ne faut pas oublier que pour Netanyahou aujourd'hui, ce qui se joue en fait, c'est aussi l'Iran qui est en train de devenir nucléaire. Bon, Slimane Zeguidour a un peu élargi la focale et il avait raison. Donc je crois que Netanyahou aujourd'hui se dit j'ai peut-être une fenêtre d'opportunité inespérée pour traiter toutes ces questions en même temps et engouffrer les États-Unis derrière moi dans une guerre globale à laquelle il n'aurait pas le choix de se débiner. Je crois que c'est ça. Et donc la réponse de Nasrallah et de l'Iran, qui est jusque-là celle de jouer ce qu'eux appellent la patience stratégique, c'est-à-dire de prendre des coups mais de ne pas y répondre pour garder la symétrie bien décrite par Slimane Zeguidour, je crois que c'est ça aujourd'hui qui est en question, parce que ne pas répondre à l'ampleur du défi qui aujourd'hui est jeté à la face du Hezbollah, c'est prendre le risque non pas seulement, comme disait Ziad Majed, de perdre la face et le prestige, mais aussi de perdre la partie stratégique dans la région et de se voir finalement ramener à une quantité négligeable, quelque chose que l'Iran ne peut pas accepter puisqu'elle a investi dans le Hezbollah depuis 1982-83. Et donc, on est dans une partie extrêmement importante dans la région. Je crois que le cliquet dans cette affaire, ça va vraiment être l'élection américaine et comment Netanyahou va gérer sa partie d'escalade d'ici l'élection américaine et surtout après l'élection américaine. Justement, Joseph Baoud, vous disiez que Netanyahou cherchait finalement à peut-être, il voyait dans cette situation une opportunité de mettre fin à la menace que représente le Hezbollah libanais sur le front nord. Slimane Zeguidour, est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement Netanyahou il cherche plutôt aujourd'hui à assurer sa propre survie politique ? Ah, mais c'est pas ça le premier enjeu pour Netanyahou. Mais c'est un truisme, je veux dire. Même pour l'opinion publique israélienne qui soutient la guerre, il est évident que Benjamin Netanyahou cherche d'abord à sauver sa tête. Parce que si la guerre s'arrête, il doit répondre à ce que la société considère comme une négligence criminelle le 7 octobre, plus les affaires de corruption, de concussion qu'il traîne derrière lui. Et donc, il y a un très, très fort risque judiciairement qui se retrouve carrément et tout simplement en cabane. Bien sûr, voilà pourquoi la politique de la fuite en avant et sa puissance militaire, le soutien des États-Unis, une certaine complaisance plus ou moins gênée des alliés européens fait qu'il sait qu'il peut taper très très dur sans encourir de peine. Et voilà pourquoi on n'arrête pas de dire il franchit une ligne, il franchit une ligne, mais toutes les lignes sont franchies. Alors on peut dire que le Hezbollah et le Hamas, eux aussi, quand ils envoient des roquettes, ne font pas la distinction entre civils et militaires. La différence, c'est que le Hamas et le Hezbollah sont punis, sanctionnés, poursuivis par les grandes puissances, tandis qu'Israël, lorsqu'il les dépasse, a un autre sens, puisqu'Israël est un sujet de droit international qui se proclame comme seule démocratie au Moyen-Orient, qui a signé, paraphé des conventions internationales, notamment des conventions de Genève sur le droit de la guerre, dans le principe cardinal et la distinction entre civils et militaires. Alors justement, pour revenir sur les attaques puisque vous parlez, Slimane, du droit international, les attaques de mardi et mercredi au Beeper et au Talkie-Walkie, ces attaques, elles ont été débattues, vous allez le voir, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a rappelé que le droit international interdisait tout simplement l'utilisation d'appareils piégés ayant l'apparence d'objets inoffensifs. Je vous propose qu'on écoute à présent la réaction du Liban, suivie, vous allez l'entendre, de la justification d'Israël. Ces attaques représentent un événement grave et sans précédent dans l'histoire des guerres et interviennent au lendemain des déclarations israéliennes concernant une guerre totale au Liban qui renverrait ce pays à l'âge de pierre. Nous ne laisserons pas la terreur du Hezbollah dicter l'avenir de notre nation. Si le Hezbollah ne se retire pas de notre frontière et ne revient pas au nord du Litani par des efforts diplomatiques, Israël n'aura d'autre choix que d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour défendre ses citoyens et permettre aux personnes évacuées du nord de rentrer chez elles.
Ziad Majed, le gouvernement libanais n'est-il pas finalement le grand absent dans cette situation? On a un sentiment qu'il est complètement impuissant aujourd'hui. Oui, alors vous savez un peu peut-être la situation politique au Liban. Aujourd'hui, il n'y a pas de président de la République. Le gouvernement doit gérer les affaires courantes, mais il n'est pas un gouvernement efficace. Le Parlement ne fait pas son travail non plus. Donc c'est un effondrement de l'État libanais qui va en parallèle avec la guerre qui se déroule dans le pays et dans toute la région. Donc certainement du côté libanais, il y a une absence de l'État et il y a des clivages politiques au sein de la société libanaise, que ce soit par rapport au système politique, par rapport au rôle du Hezbollah, de ses alliances. Néanmoins, la question aujourd'hui n'est pas au niveau de cette absence-là, elle est surtout au niveau du fait qu'Israël a souvent été et continue de l'être au-dessus des lois, y compris le droit international, protégé par son impunité, protégé par les complicités américaines surtout, mais européennes de temps en temps, et on le voit depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza. Donc quand tout est permis et quand il y a une impunité totale, quand on viole le droit international, quand on commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, comme le documentent non seulement les commissions des Nations Unies, mais toutes les organisations internationales des droits humains, humanitaires, médicales. On évoque depuis plus d'un an, avant le début de la guerre, c'était en Cisjordanie, et depuis le début de la guerre à Gaza, des crimes quotidiens, et rien ne se passe, ou du moins pour le moment. Cela permet aux Israéliens de franchir toutes les lignes rouges, de frapper au Liban d'une manière qui vise à la fois le Hezbollah, mais aussi des civils. Et donc ça continue, et l'impunité est au cœur de tout ce sujet-là, de même que le respect des résolutions onusiennes. Une dernière question pour vous, Joseph Baout. Il nous reste malheureusement qu'une trentaine de secondes. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre fin à cette impunité que Ziad Majed évoque? Écoutez, je crois qu'on tourne depuis 10 mois autour de la question. Si le conflit à Gaza ne s'arrête pas de façon acceptable pour les partis, pour tout le monde, d'abord pour la population palestinienne, et je crois qu'il est déjà trop tard. Si on n'arrête pas cette machine de guerre aujourd'hui qui s'appelle Netanyahou, qui est lancée tous azimuts sur tous les fronts, essentiellement, comme le disait Slimane Deguidour, pour sauver sa peau en interne, si on n'arrive pas, si les Occidentaux n'arrivent pas à mettre un terme à tout cela, je crois qu'il y a un risque sérieux aujourd'hui que la région dans son ensemble soit s'embrase, soit reste dans une guerre très très longue, une guerre d'hémorragie avec des pays qui sont en train de s'effondrer les uns après les autres. Ziad parlait du Liban. Le Liban est aujourd'hui exsangue économiquement, socialement et politiquement. La poursuite d'une situation comme celle-ci verra vraiment des États faillis s'installer dans la région encore plus. Et donc les Occidentaux vont se retrouver encore une fois devant des problèmes qui sont purulents et par rapport auxquels ils auront très peu de réponses. Donc je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui, mais encore une fois c'est déjà trop tard, il fallait le faire dans les 10 mois avant. Et là il y a une vraie question sur l'impuissance américaine par rapport à la guerre de Gaza. Arrêter la machine de guerre Netanyahou, remettre un tout petit peu de rationalité dans tout ça et ramener peut-être un processus politique dans quelque chose qui devient complètement incompréhensible et très dangereux et qui va de l'Iran à la rive libano-palestinienne de la Méditerranée. Et qui concerne toute la région. Merci beaucoup Joseph Baout, Ziad Majed et Slimane Deguidour. Merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions.